Dans cette vidéo, je vais regarder la création de normal mapping et de bump mapping. Donc je vais commencer par le normal mapping. Donc si je veux créer du normal mapping, je peux fonctionner de deux manières. La première est de venir mettre un fichier par Maya, un fichier Maya via un bump node de Maya. Alors je vais choisir mon fichier. Donc par exemple ici, je vais prendre le fichier ici. Alors j'ai plusieurs réglages à créer, donc dans un premier temps, mon bump est utilisé en tant que... Enfin, mon fichier de normal mapping est utilisé en tant que bump, donc je dois le régler ici sur tangent space normal. Alors il y a plusieurs soucis, donc je vais peut-être répéter ma texture pour voir un peu mieux ce qui se passe. Donc dans un premier temps, il y a un souci ici que ma texture doit être vraiment interprétée en tant que texture RAW. Donc on a ici affaire à des images RGB qui contiennent des données et pas des couleurs. Donc il faut les traiter comme données brutes, RAW. Ça c'est une première chose. Et si j'utilise ce système de Maya, je vais devoir en plus décocher ces deux cas-ci qui me permettent d'interpréter correctement les données qui sont en fait des données vectorielles. Je vais m'expliquer un petit peu plus clairement. Donc voilà, ici j'arrive avec mon premier objet avec du normal mapping. Donc je vais regarder maintenant l'alternative en utilisant les nodes d'Arnold. Donc j'utilise par exemple la image et le AI normal map ici. Donc ici c'est un peu plus direct. Donc éventuellement je vais faire passer par un UV transform pour pouvoir répéter ma texture. Donc je fais passer ma texture ici, je peux la connecter en input et je pourrais connecter mon output value à la même valeur. Donc je vais déjà répéter ma texture ici. Je vais charger mon image. Je vérifie de la même manière ici dans les attributs qu'elle est bien chargée en RAW. Et je peux remplacer ici mon normal caméra et mon résultat est absolument identique. Alors la simple différence, c'est qu'on n'a donc pas à se préoccuper, tout à l'heure on avait dû se préoccuper de choses ici, a priori les réglages sont bons directement, et j'ai en plus cette possibilité ici de venir atténuer ou augmenter mon effet de normal mapping. Donc on va maintenant aller regarder un peu de plus près vraiment à quoi ressemble notre texture de normal map. Donc pour vraiment bien la voir, je dois me mettre ici en RAW. Je vois que c'est une texture qui est globalement bleutée avec, si je regarde un détail en volume, j'ai du vert vers le haut et du rouge vers la droite. Donc ça correspond grosso modo aux couleurs de mes axes, Y vers le haut et X pour le rouge et la gauche-droite. Donc il faudra quand même être attentif au fait que éventuellement certaines textures de normal map ne respectent pas cette convention. Donc on aura parfois le vert qui se trouve en dessous, le rouge qui se trouve à gauche. Et c'est précisément à ça que servent les champs ici, qui permettent d'inverser l'orientation. Et vous voyez que si je coche sur ces cases-là, j'ai une impression ici par exemple que mes briques sont en creux. Donc ça modifie l'interprétation de ces normal maps, et donc ça peut rendre l'interprétation incorrecte si mes normal maps ne sont pas justes ou si elles ne sont pas bien corrigées ici. Donc ce type de correction, ça intervient parfois, notamment quand on va vers des moteurs de rendu comme Unity. Les normales ne sont pas orientées de la même manière entre Maya, Unity, etc. Donc il faut parfois être attentif à ça. De manière globale, vous pouvez retenir que des maps générées dans Substance, etc., normalement se connectent très normalement. Alors je vais remplacer ici ma map par une couleur uniforme pour vous montrer quelle est cette couleur uniforme. Cette couleur uniforme, c'est 05051. Donc c'est le code
RGB 05051. Donc ici, si je mets une texture tout à fait uniforme avec un AI flat avec cette couleur-là, ben, mon résultat est le résultat normal de mon matériau. Alors, pourquoi je vous explique ceci? Ben, c'est parce que ça peut avoir éventuellement un certain intérêt. Imaginons que j'ai connecté ma normal map et que ma texture est une texture UDIM. Donc j'ai par exemple 3 textures avec mes UDIM à connecter ici, mais 2 de mes fichiers sont en fait, quand je les ai sortis de Substance, sont complètement bleus, donc ressemblent à mon AI flat. Alors ce que je pourrais faire ici, dans mon AI image, c'est mettre ici, venir cocher cette case-là, mettre ma couleur 05051 ici, et ne charger, en fait supprimer tous les fichiers UDIM qui sont complètement bleus, que je n'ai pas intérêt à charger en mémoire, et ne mettre que l'UDIM qui est utile, et quand il ne trouvera pas de texture, ben, il utilisera simplement cette couleur-ci. Donc on va regarder maintenant ce que génère exactement ce node de normal map. Donc j'ai ici créé un deuxième matériau où j'ai mis en émission la sortie de ce AI normal map. Donc je vais regarder ce que ça donne. Et donc ici ben, j'ai un matériau qui me donne une série de couleurs. En fait ces couleurs, ben, si je vais regarder juste le canal rouge par exemple, me montre l'orientation orientée vers la droite en blanc et orientée vers la gauche. En fait la valeur est, si je la survole, des valeurs négatives. Donc j'ai des valeurs, si je vais vraiment par ici, des valeurs de RGB, moins 0,9, etc. Donc il y a un dégradé ici selon l'orientation des normales des faces qui est déviée. Donc ben ici, si je remets mon AI flat, je vois un dégradé continu pour le rouge, un dégradé continu pour le vert, un dégradé continu pour le bleu. Et donc ça me crée ce dégradé-là si je n'ai pas de normal mapping. Si j'ai un normal mapping qui s'applique, là je vois donc que en fait le rôle de ce AI normal map est vraiment donc de simuler une déviation de l'orientation des faces à la surface de mon objet. Je vais jouer un petit peu sur mon solide platonique et modifier le nombre de subdivisions, et je vois bien vraiment que c'est quelque chose qui vient se superposer à l'orientation des normales de mon objet, et donc qui vient modifier sur toute la surface, mais sans générer de volume, cette orientation des normales pour me simuler un relief. Alors, ben, si je joue avec le paramètre strength ici, je vais pouvoir voir que je peux atténuer plus ou moins cette déviation jusqu'à revenir complètement à mon shading de base. Alors je vais remettre une subdivision ici pour observer autre chose. C'est le lien qu'on a entre ces normales et aussi la présence d'edges durs. Donc ici, si je me mets mon affichage des edges doux et des edges durs, je visualise, je vais me mettre comme ça, je visualise en pointillé mes edges soften et mes edges harden. Donc si par exemple je venais changer 2 edges ici en soften edge, ben je verrai une transition ici qui ne se visualise plus dans les normales. Donc voilà, c'est simplement pour dire que en fait il y a déjà un petit peu de création de ces normales dans un premier temps. Dès que vous faites un rendu, il y a le moteur de rendu Arnold va générer cette carte de normale, et quand on vient rajouter quelque chose ici, on fait en fait une superposition, une déviation supplémentaire à cette carte qui est générée en fonction des edges durs et des edges doux. Ceci pour vous dire qu'il est vraiment essentiel de bien contrôler ces edges soften harden. Je reviens ici sur mon normal map et je vais le remettre à 1. A priori, les maps de normal sont prévues pour une force de 1 ici. Alors on va regarder simplement d'abord la réaction aux différentes composantes du matériau. Donc on voit évidemment que ça répond à notre reflet spéculaire.
notre reflet diffus. Donc si j'ai un reflet métallique je vais avoir une réponse également immédiate. Je vais avoir une réponse si j'ai uniquement du reflet spéculaire. Je vais avoir également une réponse si j'utilise des matériaux transparents, donc soit avec la combinaison avec le spéculaire, soit même sans spéculaire. Donc de toute façon, mon matériau donc réagit dans tous les cas à ce normal mapping, et ce sera la même chose évidemment avec le bump. Alors on a une petite possibilité supplémentaire ici avec le coat. Donc je vois que j'ai un autre champ de normal mapping ici. Donc je pourrais décider de mettre mon normal mapping. Donc je pourrais décider, donc je vais reprendre un matériau un peu plus neutre ici. Là, voilà. Donc je pourrais décider d'avoir du bump ou du normal mapping uniquement sur le diffus et d'utiliser le coat pour avoir par-dessus une sorte de réflexion. Donc je vais diminuer un petit peu la couleur ici, on verra mieux. Donc ici, je vois que j'ai du relief qui apparaît cette fois uniquement. Je mets un peu plus de subdivision. Donc mon relief n'apparaît pas sur la couche du reflet coat. Donc je peux éventuellement dissocier et donner l'impression d'un vernis par exemple qui serait en surface beaucoup plus tout à fait lisse avec par-dessous un relief. Donc ça, ce serait évidemment plus intéressant avec une autre map de normal mapping, mais ça peut être vraiment intéressant. Et je peux également décider de faire l'inverse. Donc si je développe ici tous mes champs, je devrais voir, je dois développer vraiment tous mes champs pour le voir. Donc j'ai ici le coat normal, je pourrais décider de connecter mon normal ici sur le coat normal, et cette fois je vais obtenir l'inverse. Je vais faire un update de ma scène, et je vais avoir cette fois ma couche de diffuse sans le bump, et par-dessus un vernis qui lui a un certain relief. Donc je vais aller mettre un autre matériau sur mon objet, par exemple un AI Utility ou un AI Tool, peu importe, pour voir un petit peu comment sur ce type de matériau on va pouvoir connecter notre... je l'applique bien à mon objet, voilà. Alors si je veux le connecter ici, je dois en fait venir ouvrir ici et venir chercher normal caméra. Donc il ne faut pas confondre le normal avec le normal caméra, et je dois venir faire ma connexion ici. Donc je connecte le out value au normal caméra, et je devrais avoir, avec un petit update, je vais avoir mon effet de normal mapping qui apparaît ici. Donc éventuellement, dans certains matériaux, il faut aller parfois chercher, même si vous voyez normal et que ça ne fait rien, il faut simplement venir chercher le normal caméra. Alors je peux profiter de mon AI Utility qui me donne une autre manière de bien comprendre les normales. Donc je peux venir voir ici à quoi ressemblent mes normales. C'est un autre affichage, un peu différent de celui que j'avais ici. Donc ici on a des dégradés qui vont de -1 à 1 avec le AI Utility. Les dégradés sont transformés pour aller de 0 à 1, de gauche à droite, de bas en haut et d'avant en arrière. Donc j'ai des couleurs qui apparaissent finalement partout, qui sont un tout petit peu plus claires. Alors peu importe, ce qui m'intéresse surtout, c'est de regarder le passage à unbump normal et puis enfin à géométrique normal, où ici je vois les normales de chacune des facettes de mon objet, qui sont donc dans un premier temps, au moment du rendu, Arnold va donc calculer les dégradés des normales liées aux edges soften ou harden, et dans un second temps rajouter les petites une différence de mapping générée sur base de ces maps de normal mapping pour venir générer la map finale
d'orientation des normales qui va lui permettre de venir définir comment il va pouvoir se comporter par rapport à l'éclairage. Voilà, pour refaire un petit peu le point sur le fonctionnement de ces normales. Alors je vais maintenant regarder comment on fait du bump mapping, donc plus simple en fait. Donc si je le fais en utilisant les utilitaires de Maya, je vais venir chercher une map de hauteur, donc je vais prendre qu'est-ce que je vais prendre ici, je vais prendre cette image-ci. Donc la première chose à faire, c'est de correctement interpréter. Je vais mettre un peu plus de subdivision pour avoir affaire à une sphère. Donc la première chose, c'est de correctement interpréter les données. Donc dans tous les cas, on est pratiquement sûr de travailler avec des données raw ici, et on va l'observer typiquement en voyant mieux les détails dans les zones basses, c'est-à-dire que donc si je regarde ma texture elle-même, si elle est traitée en sRGB, elle va paraître trop sombre dans les zones basses ici, donc elles vont en fait s'écraser, et dès que je viens en RAW ici, je retrouve tout un dégradé plus correct, donc mes rampes deviennent droites au lieu d'être écrasées vers le bas, et donc mes détails vont pouvoir être utilisés dans le bump de mon objet. Alors, ce que je peux faire ici, c'est jouer avec la hauteur de mon bump, donc soit mettre des valeurs assez petites pour avoir un bump très léger, ou des valeurs plus élevées mais qui à un moment donné vont devenir moins agréables, nettement moins agréables. Alors je peux également aller vers des valeurs négatives et donc inverser l'effet de mon bump. Donc creuser, simuler un bas-relief creusé plutôt qu'un bas-relief en volume. Je noterai quand même rapidement qu'on a la possibilité, pourquoi pas, de texturer notre bump. On pourrait par exemple utiliser une rampe pour le faire disparaître par endroits. Donc voilà, il y a évidemment, chaque fois que vous avez un attribut, la possibilité de le connecter à une texture pour activer, désactiver par exemple ici l'effet du bump. Alors je vais regarder deux, trois petites choses ici. Tout d'abord, je remarque que c'est l'alpha ici de mon fichier qui est connecté. C'était déjà le cas avec les normal maps. C'est ce que j'ai toujours trouvé assez étrange. Et donc ici, pour que l'alpha, ici a priori l'alpha de mon image, il est tout blanc. Donc pour que l'alpha me donne du bump, il faut absolument que ma case ici soit correctement cochée, alpha is luminance. Donc ma carte en niveau de gris va être reproduite finalement dans l'alpha. Alors j'ai ici connecté mon bump à mon matériau avec l'émission pour voir exactement ce qui se passe ici. Et ce que je peux observer, en fait, c'est que ce bump node, et ce sera le cas avec les nodes d'Arnold aussi, me génère vraiment le même genre de choses que cette map ici, que ce qu'on avait avec la map ici. Donc une nouvelle organisation des normales pour dévier les rayons de la lumière et créer une sorte d'ombrage sur la surface. Donc, je vais regarder maintenant les iBump 2D et 3D. Donc a priori les iBump 2D fonctionnent exactement comme le bump 2D. Il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. Il y a juste un petit champ ici supplémentaire qui peut être intéressant. Donc quand je connecte ma texture, je vais chercher par exemple le rouge de ma texture et je connecte ça à mon normal caméra. Je fais par exemple un petit changement de valeur si ça ne se met pas bien à jour. Je me retrouve ici avec l'utilisation de ma texture qui est une texture de trace de doigt. Et donc je peux de nouveau aller en positif, éventuellement aller en négatif pour avoir le relief inverse, donc ça fonctionne exactement de la même manière. Alors a priori, si vous utilisez des textures 3D, normalement il est prévu d'utiliser le bump 3D, quoique je crois que ça marche aussi
possible que ça marche aussi. Voilà. On voit que ça fonctionne aussi avec le bump 2D, mais normalement il est prévu que pour les textures 3D, on a utilisé ce iBump 3D Node ici. Alors, ici, je ferai simplement un peu le point sur l'idée qu'on peut éventuellement utiliser l'amplitude du noise pour diminuer sa hauteur, que le scale évidemment du noise va avoir beaucoup d'effets sur notre résultat. Donc vous avez évidemment le type de noise qui va nous donner des résultats vraiment très très différents, et vraiment très très intéressant aussi, l'utilisation du iRamp Float qu'on utilise en mode custom, qui nous permet de vraiment contrôler. Donc si je viens ici, je vais faire une petite sélection pour avoir un rendu plus rapide ici. Alors je vais venir me mettre en spline ici, et si je viens par exemple jouer sur la forme de ma rampe ici, je peux vraiment obtenir des résultats très très différents, très très rapidement, en jouant sur les positions, les hauteurs, des paliers, etc. Donc je peux obtenir vraiment des résultats très intéressants, très rapidement, avec un bump, et obtenir donc toutes sortes de reliefs selon le type de noise, selon les modifications que je fais via cette rampe. Donc on peut vraiment, grâce à ça, obtenir des reliefs de base pour toutes sortes de matériaux, des peintures, des surfaces plus ou moins lisses, plus ou moins granuleuses, et donc ça peut vraiment enrichir les scènes très très rapidement. Donc je vais parler maintenant du champ normal ici, qu'on va retrouver dans le AI Normal Map, dans le iBump 2D, iBump 3D. Donc on trouve toujours ce champ normal ici, et il permet simplement de mettre en cascade soit plusieurs bumps ou plusieurs normal maps, ou l'un et l'autre en même temps. Et donc, dès que je vais jouer un petit peu ici, je vais voir apparaître en plus de mon normal mapping ici, l'effet de ce bump ici. Donc si je l'accentue, je vais voir qu'il vient s'ajouter à mon premier normal mapping ici. Donc ce qu'on a bien compris déjà maintenant, c'est que finalement les deux nous sortent des valeurs de normal qui peuvent être donc cumulées pour arriver finalement dans notre matériau. Alors Arnold propose aussi deux autres nodes, le iFlex et le iRound Corners, qui proposent en sortie des sorties similaires aux nodes générés par les normal mapping ou les bump mapping. Donc si je regarde d'abord le iRound Corners, celui-ci va me permettre, je vais le voir vraiment en augmentant peut-être un petit peu le radius, il va me simuler un arrondi aussi bien sur les angles de mes formes que entre deux formes qui seraient l'une dans l'autre. Donc il y a un système de trace set qu'on a déjà regardé plusieurs fois avec le sud surface ou avec l'ambient occlusion par exemple, qui permet d'inclure, d'exclure les formes entre elles. Mais donc ça nous permet d'avoir ce débordement, et ça peut être vraiment très intéressant, par exemple avec aussi des liquides ou des choses comme ça. Donc on va pouvoir du coup combiner, grâce au champ normal de ce round corner, un bump qu'on aurait utilisé, on aurait créé. Je vais venir le faire glisser comme ça ici, donc value dans le champ normal, et je vais pouvoir comme ça combiner mon bump de base avec ces petits coins légèrement arrondis. Donc ça me permet de simuler vraiment de manière très très intéressante des connexions entre différentes pièces qui n'ont pas été spécialement soudées, ou des pièces sur lesquelles je n'ai pas fait de bevel. Alors je vais revenir
de manière un peu plus simple ici pour voir à quoi ça ressemble. Et donc je vois qu'il y a un très léger dégradé qui se fait comme ça à l'intersection de mes surfaces qui va faire qui va simuler l'arrondi ici sur mes surfaces. Alors si je regarde maintenant ce que je me propose le HiFlex, il va me donner donc en sortie une nouvelle organisation des normales qui cette fois ressemble un petit peu au iCell Noise en mode cellulaire là. Donc quand je suis ici en mode cellulaire, sinon que ces flex sont colorés et vont donc me simuler, je vais reprendre ici, vont me simuler une déviation des normales en petites facettes comme ça ici. Et je vais pouvoir jouer sur le scale évidemment de ces paillettes, pour avoir des paillettes plus fines, en avoir une densité plus ou moins élevée. Je peux avoir un effet plus ou moins présent avec ce paramètre de normal randomize, et je vais pouvoir aller encore nettement plus loin. Donc si je regarde dans l'aide ici d'Arnold, on peut grâce à ça jouer sur des matériaux transparents à paillettes ou jouer sur des peintures métallisées, etc. Voilà, donc un système qui demande éventuellement de venir ici un peu dans l'aide, suivre soit un peu les tutoriels. Il y a toutes sortes de tutoriels ici proposés pour aller expérimenter ce type de matériaux dans leurs possibilités les plus avancées. Donc ici on voit par exemple qu'on peut utiliser même ces paillettes ici à l'intérieur du matériau ou juste en surface. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités ici. Je ne vais pas tout détailler. Je vais à présent regarder la manière de créer des 8 maps ou des normal maps pour faire par exemple des détails de bas-relief. Donc il y a évidemment différentes méthodes pour créer ce type de map. On peut également faire du baking dans Substance. Je vais regarder ici simplement la création dans Maya. Alors pour faire ça, je vais mettre un AIFlat sur mes objets et venir simplement connecter une rampe RGB ici, voilà, donc en haute color. Donc on va regarder à quoi ressemble pour le moment nos maps ici. Donc j'ai déjà fait des UV ici sur mes différents modèles ici. Donc mes UV sont des UV qui sont vraiment très simples à faire. Je vais le faire sur ce modèle-ci. Donc simplement, je viens avec un mapping latéral et ce mapping latéral sur l'objet fait en sorte que mes points les plus bas sont en V0 et les points les plus hauts de mon modèle sont en V égale à 1. Donc ça applique ma rampe directement, une rampe verticale, donc une rampe V, ça l'applique directement et ça me met du blanc au-dessus et du noir en dessous. Donc pour faire le rendu, je vais venir me mettre dans une vue top, donc j'ai quelques petits réglages à faire. D'abord je vais venir me mettre en caméra verticale ici pour bien voir le cadrage que je suis en train de faire. Donc je peux choisir ma résolution de texture, par exemple une texture carrée. 1024 c'est peut-être un peu grand, je vais prendre 512. Un vrai 512, voilà. Alors je peux positionner ma caméra, donc je vais tout d'abord choisir la largeur de ma vue. Donc ma largeur, si je prends 2, je vais modéliser mes textures à une largeur qui correspond en gros à 2 unités. Donc il me reste à bien les positionner. Pour ça je peux venir choper ma caméra top et ses attributs. Ici, je vais vraiment bien les arrondir pour être bien centré, par exemple, sur le 42. Donc maintenant, je vais regarder mes paramètres de rendu. J'enregistre en EXR et je vais utiliser comme espace de couleur le RAW pour avoir des textures dont les niveaux de gris seront interprétés comme des valeurs brutes. Donc je viens faire mon rendu ici de la vue top,
c'est bien la vue top sur laquelle je travaille ici. Je choisis mon fichier, mon répertoire de sortie et je peux faire mon rendu ici de mon image. Donc j'ai effectué mes rendus pour les 4 modèles ici. Alors je vais regarder maintenant comment les utiliser. Donc ici je vois l'utilisation de ma texture 42 ici. Alors ce que je vois quand je la répète, c'est qu'il y a un très très léger liseré ici. On ne le voit peut-être pas très bien dans la vidéo, mais il y a un très léger liseré ici. Donc je vais simplement un petit peu agrandir ma texture ici. Et la décaler un tout petit peu. Pour que ce liseré disparaisse. Alors je vais aller regarder la hauteur de mon bump. Donc pour le moment j'ai l'impression que mon bump n'est pas exactement comme ma modélisation. Donc si je regarde ma modélisation ici, j'ai un arrondi ici qui doit être plus doux ici. Donc je vais régler la hauteur de mon bump plus correctement. Donc, je vais essayer une plus petite valeur. Et ici je retrouve quelque chose où mon arrondi réapparaît de manière un peu plus satisfaisante. Donc, je pourrais éventuellement tester des valeurs négatives pour avoir l'effet inverse. Alors je vais changer d'image, je vais aller voir la vis ici. Donc je vais de nouveau jouer ici avec la hauteur, essayer des hauteurs un peu plus élevées. Et donc ici on va voir que on pourrait commencer à se rendre compte un peu des limites du bump, qui nous permet assez difficilement de reproduire vraiment des volumes assez hauts. Et donc ça va nous permettre de faire vraiment des choses en bas relief. Donc ça pourrait vraiment être utile pour faire des sortes de petits grillages, genre un grillage de micro ou des choses comme ça, des mailles de tissu. Mais quand on veut des détails un peu plus épais, peut-être que ça commence à devenir un petit peu difficile. Ou alors il faut l'utiliser pour des détails qui seraient vraiment petits. Donc si je répète un peu plus ici, je peux simuler comme ça des toutes petites vis ou des tout petits crans, etc. Alors je vais aller regarder une autre image, donc je vais prendre cette fois celle-ci. Donc ici on avait le niveau noir qui était le plus bas, qui n'est pas sur les bords de l'image, peu importe. On voit que ça nous donne quand même malgré tout une impression de fait qu'il y a certaines zones qui sont plus creusées que d'autres, donc ça fonctionne assez bien. Donc je peux vérifier chaque fois que mon color space est bien en RAW. Je vais utiliser du EXR ici. Je vais prendre un exemple où j'ai fait la vis en JPEG. On va aller voir ce que nous donne le JPEG. Et donc on peut observer ici assez directement, je vais laisser le rendu se faire, qu'on a un certain grain ici. Donc le fait d'enregistrer en JPEG, on enregistre avec 256 niveaux de hauteur, et donc on perd inévitablement. En plus il y a de la compression qui n'est pas très agréable des dégradés, donc on voit qu'il y a un grain supplémentaire qui vient s'ajouter à l'image et qu'on veut absolument éviter. Donc absolument éviter des formats comme le JPEG pour enregistrer des heatmaps. Alors ici j'avais enregistré en EXR, j'aurais pu éventuellement activer le half précision pour avoir du 16 bits et pas du 32 bits, on aurait eu un résultat correct. Un autre format qui pourrait fonctionner, c'est le PNG, en ayant, si on a la possibilité en PNG, je ne pense pas qu'on est dans, voilà, de se mettre en int 16. Donc ça peut être aussi le format d'export qui est utilisé avec Substance Painter. Alors, je voudrais profiter d'avoir une modélisation et le bump à côté pour regarder l'effet de l'éclairage. Donc si mon éclairage est relativement perpendiculaire ou en hauteur, on voit que le comportement est assez correct. Maintenant si je commence à avoir des lumières rasantes, je vais pouvoir observer. Donc, je vais essayer d'avoir une lumière
un peu plus rasante, je vais observer que sur ma modélisation, évidemment, j'ai des ombres portées, mais sur le bump, je ne vais pas l'avoir. Je vais observer également que je n'ai pas ces surfaces qui paraissent beaucoup plus éclairées ou beaucoup moins éclairées, donc on a une espèce de coloration plus uniforme. Donc voilà, le bump a ses limites, mais ça reste quand même vraiment très très intéressant d'utiliser le bump pour faire par exemple des grains et des choses, des petits détails subtils de surface. Mais donc il faut pas espérer avec le bump faire autre chose que des épaisseurs de quelques millimètres pour avoir des résultats corrects. Alors je vais regarder maintenant comment faire une map de normal mapping. Donc j'ai mis ici un AI Utility en mode flat et normal. Donc ce que je peux observer sur un cube qui aurait les mêmes détails sur toutes ses faces, c'est que quand je regarde dans la vue front, en fait, je vais me retrouver ici avec un RGB sur les faces qui font face à la caméra, qui sera de 0,5, 0,5, 1, ce que je peux lire ici en dessous. Donc si je prends mes différentes petites modélisations ici, je vois que si elles sont orientées dans la vue front ici, je vais obtenir l'équivalent d'une normal map. Donc il suffit, si je veux avoir quelque chose de correct, que je fasse ici une petite rotation de 90 degrés, et quand je regarde mon rendu dans la vue front, j'obtiens bien ce que je veux ici. Alors je peux déjà faire une petite remarque ici, donc je vais me concentrer sur ce carré-ci ici, donc on va l'observer de près. Ici. Donc je peux observer ici que certains détails vont disparaître. C'est typiquement ceux qui sont extrudés perpendiculairement. Donc ici mes détails n'apparaissent pas dans la normal map. Et donc que ce soit pour une height map ou une normal map, il est toujours plutôt conseillé d'avoir soit des pentes comme ça, soit des arrondis qui vont permettre de bien visualiser les hauteurs. Notez bien que cette hauteur-là va elle aussi disparaître. Donc ce sera l'équivalent de si mon arrondi ici était collé à l'autre. Donc petite chose à savoir quand vous faites des modélisations pour des normal maps, il est toujours préférable d'avoir des angles, des arrondis. C'est comme ça que vous aurez des résultats corrects. Donc je peux effectuer mon rendu exactement de la même manière, donc en réglant les paramètres, en positionnant correctement ma caméra et en réglant. Ici j'ai mis la vue un petit peu plus petite, comme ça je n'aurai pas ce problème de liseré. En EXR, je l'ai mis en Alpha Précision. J'ai aussi fait un rendu, comme ça on pourra tester, en PNG 16, chaque fois en ayant mon color space réglé en RAW. Donc je vais regarder maintenant l'application. Je l'ai de nouveau fait passer par un UV Transform. Donc ici le normal map est réglé avec une valeur de 1. Et mon image me donne pratiquement directement l'impression de la même hauteur et de ce que j'avais quand j'ai créé mon objet. Donc c'est un petit peu plus, peut-être un petit peu plus rapide, un petit peu plus fidèle à ce que vous avez réalisé. Donc si vous laissez la valeur de 1, vous aurez directement un bon résultat. En se souvenant en plus que, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais les normal maps se calculent un tout petit peu plus vite que les bump maps, donc le calcul se fait un tout petit peu plus vite ici. Donc ici les normal maps sont vraiment intéressantes. On va aller regarder les autres images pour comparer un petit peu. Donc, je vais prendre le modèle Exa et je me retrouve ici avec de nouveau cette impression que mes pentes ont l'air similaires à celles que j'avais dans mon modèle. Je pourrais évidemment toujours utiliser ce paramètre de strength pour atténuer ma hauteur, mais je sais donc qu'avec une hauteur de 1, je retrouve les pentes correctes de mon modèle. On va aller voir avec la vis ce qui se passe. Donc chaque fois mes fichiers XR sont bien chargés en RAW, donc ça c'est assez facile. J'ai pas pris la bonne. Je suis pas dans le bon. Voilà. Donc de nouveau,
tout a l'air de fonctionner relativement correctement. Je peux comparer, donc j'ai ici des dégradés qui ont l'air bien agréables. Notez qu'il est possible qu'on ait même un meilleur résultat ici parce qu'on aura le smoothing, donc les soften edge qui sont intégrés dans la map normale qui ne l'était pas forcément dans la 8 map, donc on risque de voir un peu plus les facettes en utilisant des 8 maps. Alors je vais comparer avec la version PNG que j'ai ici. Et donc la version PNG me donne également un bon résultat à partir du moment où je me mets en tout cas en RAW ici. Voilà, va me donner donc c'est un PNG avec une profondeur de 16 bits, donc le résultat est tout à fait acceptable ici en PNG. Donc voilà, on sent peut-être un très léger grain, mais c'est peut-être dû simplement au sampling. Alors le problème va arriver avec la normal map uniquement sur mon dernier petit exemple, donc celui-ci où de fait dans ma normal map donc la hauteur de ce petit cube qui était extrudé disparaît complètement. Si je prends celui-ci, on a vraiment une impression ici qui manque une hauteur aussi. Donc ça c'était vraiment dû à un problème à la base. Mais dans ma modélisation, quand je regarde de face ici, les hauteurs vont s'écraser. Ici, si je suis dans une vue front, si je reviens dans la vue front, je ne l'ai plus ici, mais donc mes hauteurs ici, ces informations ici disparaissent, elles sont écrasées en rendu frontal. Donc là je montrais comment faire des normal maps via Maya. L'étape suivante, c'est évidemment de passer dans des logiciels comme Substance Painter. Donc Substance Painter va d'abord générer par baking de normal une map qui va lui servir de base de travail. Donc l'idée c'est qu'il va regarder l'orientation des normales de toutes les surfaces de l'objet et les intégrer dans une première texture. Éventuellement, ce calcul-là peut se faire par rapport sur un low poly, mais en utilisant les normales d'un high poly, donc un modèle par exemple sculpté dans ZBrush avec plus déjà de micro détails de surface. Et donc tout ça peut être intégré dans les normales. Ensuite, avec les outils de peinture, etc., on va éventuellement encore ajouter du relief, modifier ces normales-là, et puis ces informations-là seront finalement exportées dans une map de normale qui sera utilisée, comme je l'ai montré dans Maya. Donc pour ça, je vous invite vraiment à regarder les tutoriels de Substance. Je ne vais pas m'étaler trop là-dessus. Alors dans ces tutoriels de Substance, vous verrez toutes sortes d'informations. J'en mets une en évidence. C'est l'idée qu'il est important quand on prépare des normales, quand on fait du baking de normal, de surveiller vraiment la présence de soften edge, harden edge aux bons endroits. Donc je vais d'abord ici mettre tous mes edges en soften. Ensuite je vais venir chercher, CTRL-clic droit, mes edges de périmètre. Et ces edges de périmètre, je ne sais pas s'ils sont bien sélectionnés, je vais recommencer ici. Voilà. Ces edges-là en particulier, je vais les mettre en harden edge. Donc voilà, quand vous allez vers Substance Painter, faites ce petit réglage-là, donc tous les edges en soften edge, même si ça paraît très bizarre, et uniquement les edges ici de bordure en harden edge. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour l'explication des normales, je vais maintenant passer au displacement.